premier réveil a été comme une gorgée d'eau après une longue soif. Ma tête bourdonnait et mon corps me semblait étranger. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un plafond blanc avec de faibles lampes, une salle de réception, mais non, c'était autre chose. Un service, parfaitement propre, mais trop stérile, comme dans un film. J'avais encore la tête qui tournait, mais j'ai commencé à me souvenir. L'opération du genou, après laquelle j'étais censé être transféré en salle de réveil. J'ai senti une douleur lancinante dans ma jambe. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu des bandages avec une tache sombre. Était-ce du sang? Le point de suture s'était-il détaché? Il a appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière, mais rien ne s'est passé. J'ai regardé l'écran du moniteur à côté du lit. Il était éteint. Seules les lampes au-dessus de ma tête étaient allumées, mais elles tremblaient comme si elles étaient prêtes à s'éteindre à tout moment. Le silence était écrasant, trop artificiel. Dans les hôpitaux, il y a toujours du bruit. Des pas, des voix, des bruits de machines, mais ici c'était différent. Je me suis forcé à m'asseoir, même si la douleur de ma jambe me transperçait tout le corps. Chaque mouvement me faisait grincer des dents. Un quart d'heure s'est écoulé. Personne ne vint. J'ai essayé d'atteindre le téléphone sur la table, mais le récepteur était déconnecté. La télécommande du lit ne fonctionnait pas non plus. Je commençais à être nerveux. Je me suis forcé à me lever. Le poids de mon corps sur ma jambe me causait une douleur insupportable, mais je ne pouvais pas rester allongé. Je me suis approché de la porte et je me suis appuyé sur le métal froid. J'ai appuyé sur la poignée. Elle était verrouillée. Ma respiration est devenue plus rapide. J'ai commencé à frapper à la porte, à appeler. Il n'y avait pas de réponse. Désespéré, j'ai regardé mon lit, la seule chose dans la pièce qui n'avait pas l'air menaçante. Une carte de visite était posée sur la table de chevet. Section de récupération, isolement de premier niveau. Qu'est-ce que cela signifiait? J'ai cru entendre des pas dans le couloir. J'ai crié, mais ils se sont évanouis. Ou peut-être était-ce mon imagination. Quelques heures plus tard, les lampes au-dessus de ma tête se sont éteintes. L'obscurité a envahi la pièce. Seule la faible lumière rouge du générateur de secours était allumée au-dessus de la porte. La douleur dans ma jambe a commencé à s'intensifier. Je me suis de nouveau approché de la porte, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas considérée comme un obstacle, mais comme une arme potentielle. J'ai trouvé une chaise métallique près de la fenêtre et j'ai frappé la porte de toutes mes forces. Le son a résonné dans toute la pièce, mais il n'y a même pas eu d'égratignure. En désespoir de cause, je frappai à nouveau, mais la chaise me glissa des mains et tomba sur le sol, s'entrechoquant bruyamment. Malgré la douleur, j'ai entendu un bruit, quelque part derrière la porte. Une sorte de bruit de pas, comme si quelqu'un bougeait ses pieds sur le sol. Dans l'obscurité, il m'a semblé que les murs se rapprochaient. Je me suis assise et j'ai entouré ma tête de mes bras. Non, je ne peux pas rester là. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai levé les yeux. Mais ce n'était ni un médecin, ni une infirmière. Une silhouette en blouse blanche se tenait sur le seuil. Son visage était caché dans l'ombre. Je me suis levé en titubant et j'ai crié « Au secours !» Mais la silhouette est entrée silencieusement dans la pièce. Ses mouvements n'étaient pas naturels, comme si son corps n'obéissait pas. Quelque chose brillait dans ses mains. « Qu'est-ce que tu fais ?» criai-je. Mais je n'entendis qu'un marmonnement silencieux en guise de réponse. Elle s'est soudain précipitée vers l'avant. J'ai à peine eu le temps d'esquiver et son couteau s'est écrasé contre le mur. La douleur dans ma jambe me paralysa, mais l'adrénaline m'aida à rester debout. Je suis tombé sur le lit, j'ai attrapé le rail métallique qui tenait la machine à perfusion et j'ai frappé l'agresseur avec. Un cri rauque et terrifiant. La silhouette est tombée, mais lorsque j'ai voulu sortir de la chambre en courant, j'ai remarqué que ses doigts, pliés dans une direction incroyable, me tendaient dans la main. Je suis sorti dans le couloir, qui s'étendait dans une interminable galerie sombre. Il y avait des traces de sang sur le sol, qui menaient de l'autre côté. J'ai commencé à marcher, même si chaque pas me causait une douleur infernale à la jambe. La lumière des lampes de secours vacillait. Soudain, j'ai entendu un autre bruit derrière moi, un bruit strident. Quoi qu'il en soit, il me suivait. Je me suis souvenu de la sortie de secours. J'ai eu du mal à courir, mais j'ai réussi à atteindre la porte portant le panneau rouge « Exit ». J'ai tiré la poignée, mais la porte ne s'est pas ouverte. Elle était verrouillée. J'ai entendu une voix derrière moi. C'était un murmure, presque doux, mais il m'a fait froid dans le dos. C'était le même agresseur. Je me suis retourné et j'ai vu une autre silhouette en blanc qui avançait vers moi dans le couloir. Son visage était inexpressif, comme recouvert de bandages. Elle tenait dans ses mains un instrument qui ressemblait à une pince. Mon dernier effort a été de trouver l'extincteur à main dans l'armoire près de la porte. J'ai brisé la vitre et sorti une hache. Lorsque la porte de sortie de secours a finalement cédé, j'ai couru sur l'asphalte froid en contrebas de l'hôpital, en me retournant toutes les quelques secondes. Personne ne m'a poursuivi et je ne suis jamais retourné dans cet hôpital. Mais chaque nuit, j'entends des pas dans le silence. Le mal de tête avait commencé il y a quelques jours, mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'un cerceau de fer me serrait la tête. Je m'appelle Sarah Red et je suis rédactrice en chef d'un magazine d'information. Comme toujours, je repousse tout à la dernière minute. Les rendez-vous chez le médecin, les examens et même ma propre santé. Mais ce matin,
La douleur a dépassé ma patience. J'étais assise dans la salle d'attente de l'hôpital, regardant les murs stériles et trop lumineux. Quelque part dans le couloir, j'ai entendu un cri aigu et prolongé. Probablement l'un des enfants. J'ai toujours eu peur des hôpitaux, même sans ces bruits. On m'a finalement fait entrer. Dans le bureau du médecin, j'ai décrit mes symptômes. Il a froncé les sourcils en écoutant. Ses gestes étaient poli, mais son visage trahissait la fatigue. Il faut faire une IRM, ce ne sera pas long. Mais pour être honnête, la machine fonctionne par intermittence. Heureusement que vous êtes venu à un moment où nous pouvons encore faire l'examen. Intermittent. Ce mot m'a donné froid dans le dos. Je voulais lui demander ce qu'il voulait dire, mais le médecin était déjà en train de rédiger une recommandation. Lorsque je suis entré dans la salle où se trouve l'appareil d'IRM, j'ai été accueilli par une jeune infirmière. Elle avait l'air nerveuse, regardant constamment le moniteur avec les relevés. « Allongez-vous ici », a-t-elle indiqué d'un signe de tête la table étroite qui entrait dans l'énorme tunnel de l'appareil. Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra que 20 minutes. Je n'ai pas aimé ça. Je voulais poser des questions sur les interruptions, mais quelque chose dans son regard m'a fait taire. Au lieu de cela, j'ai fait ce qu'elle m'a dit. L'odeur de métal chaud et moisi qui régnait dans la pièce était répugnante, mais je suis restée silencieuse. La table a commencé à bouger et je me suis sentie lentement aspirée dans le tunnel. La lumière de la machine clignotait faiblement. L'infirmière m'a ordonné de ne pas bouger. Mais lorsque l'appareil a commencé à fonctionner, j'ai ressenti une étrange secousse. Les pièces métalliques ont légèrement tremblé. Une voix est sortie du haut-parleur. « Tout va bien. Retenez votre respiration pendant quelques secondes. » Mais ce n'était pas le cas. J'ai ressenti une vibration. Quelque chose n'allait pas. Un bruit sourd et fort a rompu le silence, comme si quelqu'un avait frappé le métal avec un marteau. J'ai crié. « C'est normal ?» Mais il n'y a eu que le silence en réponse. Les lumières du tunnel se sont éteintes. J'ai essayé de ne pas paniquer. Ce n'était qu'une défaillance technique. Mais une minute plus tard, il est devenu évident que c'était grave. La table sur laquelle j'étais allongé est restée immobile. L'air devenait suffocant. On entendait des cris à l'extérieur. Une infirmière criait quelque chose d'inintelligible et j'ai entendu le bruit du métal qui tombait sur le sol, ce qui ne m'a pas mis en confiance. Cela ne m'a pas donné confiance. « Laissez-moi sortir », ai-je crié. Il n'y a pas eu de réponse. Soudain, j'ai senti quelque chose me toucher le bras. Impossible. J'étais dans un tunnel fermé. Ce n'était pas possible. Mais je l'ai senti à nouveau. Des doigts fins et froids ont parcouru ma paume. J'ai crié. J'ai commencé à battre des jambes pour essayer de me libérer. La table a cédé et a reculé un peu, mais je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Le tunnel sentait le brûler. L'air est devenu chaud. J'ai réussi à rompre la connexion avec l'IRM. Je me suis forcé à sortir du tunnel et je suis tombé sur le sol. Ma main droite s'est abîmée sur le bord de la machine et j'ai senti qu'un de mes doigts brûlait. Il n'y avait pas d'infirmière dans la pièce. Elle avait disparu. Des instruments métalliques gisaient sur le sol et les murs étaient éclaboussés de quelque chose de rouge. Je ne voulais pas penser que c'était du sang. Lorsque j'ai essayé d'ouvrir la porte, je me suis rendu compte qu'elle était verrouillée. J'ai commencé à frapper fort, mais le bruit de la sirène m'a étouffé. Je me suis retourné et j'ai vu l'écran à côté de la machine se mettre à clignoter. Il y avait quelque chose d'écrit dessus, mais l'écran s'est éteint à nouveau. Un bruit dans le couloir. Des pas. Quelqu'un approchait. Je me suis figé. La vitre de la porte s'est brisée sous l'effet d'un choc violent. De l'autre côté se tenait un homme en blouse de médecin, mais son visage était couvert de sang. Ses yeux semblaient vides. « Vous n'auriez pas dû sortir ?» dit une voix, mais on aurait dit qu'elle n'appartenait pas à un humain. J'ai attrapé la première chose que j'ai trouvée, un cadre métallique posé contre le mur. Il était lourd et glissant. L'homme a commencé à marcher lentement vers moi. Je l'ai frappé avec le cadre et j'ai senti le métal s'enfoncer dans quelque chose de mou. Il est tombé, mais je ne me suis pas arrêté. Encore et encore. Lorsque j'ai finalement lâché le cadre, mes mains étaient ensanglantées, j'ai couru dans le couloir qui était maintenant inondé de la lumière rouge du signal d'urgence. Mais ce n'était que le début. Il y avait des empreintes de mains sur les murs, comme si quelqu'un essayait de s'échapper. Des cris s'élèvent des autres pièces. Les gens imploraient de l'aide, mais les portes étaient fermées. Je ne pouvais pas les aider tous. Finalement, j'ai atteint la sortie de secours. Lorsque la porte s'est ouverte, je suis tombé sur l'asphalte froid. J'avais du mal à respirer et mon corps me faisait mal. Mais j'ai survécu. Lorsque je me suis retourné, j'ai vu quelque chose bouger à l'extérieur de la fenêtre brisée de la salle d'IRM. Ce n'était pas une personne. Je n'ai plus jamais subi d'examen à l'hôpital, mais cette odeur de métal brûlé me hante encore. Samedi, le jour où l'hôpital se transforme en champ de bataille. Comme d'habitude, le docteur Alan Brady prend son service à 8 h du matin. La salle d'urgence est déjà pleine à craquer. Des enfants très fiévreux, des travailleurs blessés après le travail de nuit et des personnes âgées qui attendent leurs ordonnances. J'ai rapidement parcouru la liste des patients. Le service est surchargé. 6 infirmières sur 10 étaient encore en congé de maladie après une semaine difficile. Et l'unité de soins intensifs n'acceptait aucun nouveau patient. L'administration a donné un ordre. N'acceptez que les cas critiques. Nous avons toujours travaillé
travailler avec un manque de ressources, mais quelque chose était différent aujourd'hui. Je l'ai senti dès la première minute. L'atmosphère était comme avant un orage. Air humide, odeurs âcres, chuchotements étouffés. Le premier patient était un cas ordinaire. Le deuxième était un peu plus difficile. Et puis tout a commencé à s'écrouler comme un château de cartes. 3 heures plus tard, j'étais déjà au bord de l'épuisement. La file d'attente devant la porte s'allongeait, les gens étaient assis par terre et se disputaient avec les infirmières. Quelqu'un a cassé une machine à café dans le coin de la réception. Dans la foule, j'ai vu un homme crier au gardien « Ma femme est presque à bout de souffle. Combien de temps allez-vous nous ignorer ?» J'ai rapidement examiné la patiente, une jeune femme au visage cyanosé et à la respiration rapide. Elle devait être transportée d'urgence à l'unité de soins intensifs. Alors que nous la déplacions, j'ai senti les regards furieux des autres patients. « Sommes-nous censés mourir ici ?» a crié quelqu'un dans le coin. Ce n'était que le début. À l'heure du déjeuner, la situation était devenue incontrôlable. Il y avait déjà plus d'une centaine de personnes dans la file d'attente. Certaines ont été amenées sur des civières directement dans le bureau, tandis que d'autres ont essayé d'entrer sans faire la queue. L'un des patients, un homme à la tête cassée, commence à réclamer de l'attention. Lorsqu'on lui dit d'attendre, il saisit une chaise et la lance contre le mur. Il s'est emparé d'un scalpel qui se trouvait sur le chariot médical et a commencé à menacer le personnel. Un agent de sécurité a réussi à le calmer, mais la foule a ensuite commencé à demander des explications. Quelqu'un a appelé à bloquer les sorties pour forcer les médecins à agir. J'avais la tête pleine de cris. Chaque minute, chaque querelle m'enlevait des forces. Mais la véritable horreur a commencé plus tard. Vers 3 heures de l'après-midi, une infirmière se précipite vers moi, haletante, et ils ont verrouillé la porte principale. J'ai couru jusqu'à la réception. Plusieurs hommes bloquèrent l'entrée, mettant des bancs en travers de la porte. J'ai essayé de les convaincre de s'éloigner, mais ils ne m'ont pas écouté. Si vous ne nous aidez pas, personne ne sortira. Pendant ce temps, dans le couloir, quelqu'un a commencé à briser des vitres. Plusieurs patients ont essayé d'enfoncer les portes des chambres. À ce moment-là, j'ai entendu l'alarme. Quelqu'un avait déclenché l'alarme incendie, mais ce n'était pas pour appeler à l'aide. La foule pensait que cela attirerait l'attention. Au lieu de cela, le chaos n'a fait qu'empirer. La fumée envahissait les couloirs. Quelqu'un avait mis le feu à la poubelle près de l'ascenseur. J'ai essayé de trouver de l'eau, mais la foule en a bloqué l'accès. La situation s'est aggravée. L'une des infirmières est tombée par terre en se tenant la gorge. Elle faisait une crise d'asthme. J'ai essayé de l'aider, mais quelqu'un m'a attrapé le bras. « Docteur, s'il vous plaît, ma fille est en train de mourir. » J'ai regardé sa fille, elle était pâle, les yeux fermés, mais alors que je me penchais sur elle, la femme m'a soudain repoussé. « C'est de ta faute. Je suis tombé par terre. » me faisant un gros hématome à la tête. Tout est devenu noir. Quand j'ai repris mes esprits, il n'y avait plus de lumière dans le couloir. La fumée était plus épaisse et j'ai commencé à tousser. Mon visage était mouillé et du sang coulait de mon front. Coupé. L'hôpital s'était transformé en labyrinthe. Les patients étaient hors de contrôle. Certains s'attaquaient les uns aux autres. Dans le couloir, j'ai vu un homme au bras cassé hurler en serrant l'outil avec lequel il venait de frapper quelqu'un. Je devais trouver une sortie de secours. Je me suis frayé un chemin entre les meubles et les blessés qui appelaient à l'aide. Sur mon chemin, j'ai vu une infirmière qui pleurait en serrant son bras blessé. « Docteur, s'il vous plaît. » Ils ont pris les inhalateurs. Je n'ai pas pu l'aider. Mon attention était concentrée sur la porte de sortie de secours. Mais quand j'ai essayé de l'ouvrir, elle était verrouillée. Soudain, j'ai entendu des pas derrière moi. Un homme vêtu d'un manteau ensanglanté s'approchait de moi en brandissant un tuyau en métal. J'ai réussi à esquiver, mais il m'a frappé au bras. La douleur était insupportable et j'ai laissé tomber mes clés. J'ai saisi une hache à feu accrochée au mur et j'ai riposté. Le son métallique de la hache frappant l'os m'a fait frissonner. L'homme est tombé. Je suis sorti par une fenêtre du premier étage en donnant des coups de pied dans la vitre. Je respirais difficilement. Tout mon corps me faisait mal. J'ai regardé autour de moi. Les couloirs de l'hôpital étaient rougeoyants. Les cris s'étaient calmés, mais je savais que j'avais laissé des dizaines de personnes sur place. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais pu dormir paisiblement. Je crois que j'entends encore leur voix, même dans ma propre chambre. Les gardes de nuit ont toujours été un défi pour moi. La nuit, tout s'arrête dans l'hôpital, mais en même temps, cela devient beaucoup plus effrayant. Les couloirs paraissent plus long et le bruit des machines est plus fort. Je suis médecin résident dans un hôpital de la ville. Je m'appelle Alice Harris et cette nuit-là, j'étais censé attendre le matin pour vérifier que l'état des patients était stable. Vers 2 heures du matin, j'ai reçu un message étrange par le biais du système de notification interne. Protocole 13, activation immédiate. Je l'ai lu plusieurs fois, essayant de comprendre ce qu'il signifiait. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un bourdonnement dans le couloir. Les médecins en chef ont commencé à quitter le bâtiment en toute hâte. Personne n'a expliqué ce qui se passait. Ils n'ont même pas dit au revoir
couloir se sont contentés d'échanger des regards nerveux et ont disparu derrière des portes closes. Je suis resté avec 2 infirmières et quelques patients dans le service. J'ai demandé à l'une des infirmières ce qu'était ce protocole 13, mais elle s'est contentée de hausser les épaules. Son visage était pâle et ses mains tremblaient. Nous avons essayé d'appeler l'administration, mais les téléphones ne fonctionnaient pas. Au même moment, les lumières de certains services ont commencé à vaciller. Lorsque je suis sorti dans le couloir pour vérifier les portes, j'ai constaté que l'entrée principale était bloquée. La porte était verrouillée et la vitre semblait avoir été remplacée par une vitre blindée. « Alice, il y a quelque chose d'étrange ici », m'a dit une infirmière nommée Laura en m'appelant dans l'un des services. Le patient qui était allongé avec des symptômes grippaux gémissait et se tordait dans son lit. Sa peau a commencé à changer de couleur, prenant une teinte gris pâle. L'infirmière a tenté de le calmer, mais lorsqu'elle a touché son bras, le patient lui a brusquement saisi le poignet. Sa force était anormale. Il a laissé une marque profonde sur sa peau, comme sous la mâchoire d'un prédateur. Une sorte d'infection, ai-je dit en essayant de rester calme. Mais je le savais déjà, cela ne ressemblait à rien d'habituel. 1 heure plus tard, la situation a commencé à se détériorer. Les patients des autres services ont commencé à se plaindre de douleurs musculaires intenses et de fièvre. Laura m'a demandé où ils avaient pu aller, mais je n'avais pas de réponse. Nous nous sommes mis à leur recherche et j'ai vu la première chose au 3e étage. Des traces de sang s'étendaient de l'une des salles jusqu'au local technique. La porte était entrouverte. À l'intérieur, j'ai trouvé un des patients allongé sur le sol, sans réaction. Son visage était déformé par l'horreur. J'ai touché son cou avec ma paume chaude, il n'y avait pas de pouls. Mais lorsque je me suis relevé, ses yeux se sont soudainement ouverts. Je suis tombé à la renverse, surpris, et le corps de l'homme s'est mis à convulser, comme s'il avait été électrocuté. En retournant au bureau, j'ai trouvé un ordinateur portable laissé par l'un des médecins-chefs. Il contenait un fichier marqué « confidentiel ». J'ai lu le document et j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. L'hôpital testait un médicament sur un groupe de patients. Ce médicament était censé stimuler le système immunitaire, mais les effets secondaires étaient incontrôlables. Les patients ont développé de l'agressivité, de la force physique et des dommages importants au système nerveux. Le protocole 13 signifiait l'isolement complet du bâtiment pour empêcher la propagation de l'infection. Mon estomac se tordait de peur. Je me suis rendu compte que les infirmières, les patients et moi-même faisions partie d'une expérience. J'ai entendu des cris dans le couloir. L'un des patients s'en prenait à une infirmière, lui déchirant la peau avec ses mains. J'ai attrapé un outil qui traînait par terre et je l'ai frappé dans le dos. Il s'est arrêté, mais s'est tourné vers moi. Ses pupilles était extrêmement dilaté et son visage ressemblait à un masque de bête. J'ai crié et j'ai couru. Les couloirs sombres de l'hôpital se sont transformés en labyrinthe. J'ai essayé de trouver une issue technique, mais je suis tombé sur de nouvelles traces de sang. Finalement, j'ai trouvé les clés de l'entrée de service. En ouvrant la porte, j'ai couru à l'extérieur, respirant l'air frais. Mais ma joie a été de courte durée. Des personnes portant des masques à gaz se tenaient devant moi. Ils ont pointé leurs lampes de poche sur moi. Vous êtes soumis à l'isolement. Ils m'ont mis dans une camionnette noire et j'ai compris que mes efforts étaient vains. J'ai peut-être été infecté moi aussi. Maintenant, j'attends que ce cauchemar prenne fin, mais il ne me laisse pas partir. Si cette histoire vous a glacé le sang, la précédente sur les taxis et l'eau ne vous laissera aucune chance de dormir. Cliquez si vous osez découvrir ce que l'ombre cache.